préparation au niveau du ministère de l'enseignement primaire secondaire. Nous recevons pour vous cet après-midi le directeur des examens et concours du ministère de l'enseignement primaire secondaire, parce qu'il y a aussi un directeur des examens et concours pour le compte du ministère de l'enseignement technique, et nous espérons que lui aussi viendra un jour sur ce plateau pour nous éclairer sur le niveau de préparation qualitative. Et comme je le disais, les examens, c'est déjà au cours du mois de mai que tout démarre. Et donc avec le directeur des examens et concours du ministère de l'enseignement primaire secondaire, nous aurons donc toutes les informations pour nous apprêter. Quand je dis nous, c'est les élèves au premier rang, les enseignants, le personnel d'encadrement, les parents et aussi les médias, puisque chacun apporte sa contribution pour une bonne réussite et un résultat très très satisfaisant, très attendu par aussi bien les autorités que tous ceux qui s'investissent au jour le jour aux côtés des élèves pour que aucun élève n'échoue, que tous réussissent de façon excellente. C'est ça ce qui est visé à travers l'organisation donc de ces examens. Débat thématique, c'est dans un instant. Nous recevons pour vous le directeur des examens et concours du ministère de l'enseignement primaire secondaire, M. Pérézy. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau de débat d'éducation pour éclairer la lanterne des acteurs de l'éducation sur le travail que vous faites pour que ces examens se déroulent très très bien. D'entrée de jeu, les examens de fin d'année commencent quand? Quelles sont les dates déjà prévues selon le découpage de l'année? Merci, monsieur Marcel. Après le découpage de l'année, il y a le ministère qui prend une décision portant fixation des dates des examens. Et ces dates des examens seront communiquées à tous les acteurs, les élèves, les enseignants, le personnel d'encadrement et les parents. Et donc, cette année, les dates sont fixées comme ceci. Le BEPC, c'est du 10 au 12 juin. Mais avant le BEPC, il y a le bac 1. C'est du 26 au 29 mai 2025. BEPC 10 au 12 juin 2025. Et le CEPD 17 au 19 juin 2025. Voilà ce qui concerne les dates des examens que la direction des examens concours et certification du ministère des enseignements primaires et secondaires organise. Vous comprenez que le bac 2 ne relève pas du ressort de la direction des examens concours, mais comme il vient de le dire, c'est de l'office du baccalauréat. On va s'intéresser dans un premier temps à votre direction, la direction des examens concours, pour nous informer sur les attributions de cette direction. Comme tout ministère, il y a un test qui organise le fonctionnement. Et notre ministère, le ministère des enseignements primaires et secondaires, est organisé par un test pris depuis 2010, l'arrêté 087, portant organisation interne donc, du ministère des enseignements primaires et secondaires du 26 août 2010. Et par rapport à ce test, le ministre des enseignements dispose pour l'exercice de ces attributions, outre donc le cabinet d'un ensemble de directions centrales, dont notre direction baptisée Direction des examens, concours et certification. Alors, cette direction, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Elle est beaucoup plus axée sur l'organisation des examens et concours professionnels du préscolaire, du primaire et du secondaire général. Et pour faire ce travail, on commande les sujets d'examen et des concours. La direction a un personnel, mais ce personnel ne produit pas les épreuves, mais commande les sujets auprès des enseignants. Voilà. Et on produit, on déploie ces sujets sur les centres d'écrit. Et en amont, on commande également le matériel, c'est-à-dire les rabats, les cahiers, les intercalaires, les brouillons, tout le matériel qu'il faut. Là, c'est auprès des prestataires. Alors. Auprès des prestataires, on commande imprimeurs, les fournisseurs. Voilà, on commande tout ça. Deuxième attribution, on fait la délivrance des diplômes et
scolaires, bien sûr, diplômes scolaires et des diplômes professionnels de l'enseignement. Parce que, Avant le diplôme, c'est les attestations que vous délivez d'abord, non? non, il y a les relevés que nous délivrons à la fin des examens. Ouais. Et après ces relevés, le candidat ou en tout cas l'usager pourra demander le diplôme. Et pour les 3 examens scolaires, le CEPD, le BPC et le Bac 1, nous avons 2 examens où on a les diplômes et un examen où on a une attestation. CPD et BPC, ce sont les diplômes qu'on délivre. Le Bac 1, c'est une attestation qui est délivrée. En tout cas, c'est ce que les tests ont prévu. Okay. Et examen professionnel, nous avons le certificat d'aptitude au monitorat, le certificat élémentaire d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitude pédagogique et le certificat d'aptitude au professorat de collège d'enseignement général que nous appelons communément CAPSEC. Ce sont les examens professionnels et ces examens professionnels aussi ont des diplômes qui sont délivrés aux enseignants. Donc voilà, plus ou moins les attributions. Et la dernière attribution, c'est la certification et l'authentification de ces diplômes-là. Lorsque l'usager du diplôme dépose son dossier dans une institution pour demander peut-être un emploi, l'institution nous renvoie le diplôme pour voir si effectivement ce diplôme a été délivré par nos services. Ou bien ça fait usage de faux. Ça fait usage de faux. Donc voilà plus ou moins les attributions de la direction. L'organisation des examens, l'organisation des concours, la délivrance des diplômes et la certification, l'authentification de ces diplômes. Alors, quand on vous écoute, on se rend compte que c'est beaucoup de boulot et vous couvrez toute l'étendue du territoire. Est-ce que tout est centralisé au niveau de votre direction ou bien vous avez des répondants dans les régions pour vous soulager dans ce travail? Effectivement, comme je le disais, l'arrêté a prévu des démembrements. Au niveau des directions régionales de l'éducation, il y a des divisions des examens et concours scolaires. Et cette division aussi s'occupe de la collecte des informations relatives aux examens. Quand nous parlons des informations, les statistiques des candidats aux examens, toutes les informations relatives aux examens au niveau régional. Mais eux aussi, avant d'avoir toutes ces informations, c'est qu'ils s'adressent aux inspections. Et donc, au niveau de chaque inspection, que ce soit l'inspection du primaire ou l'inspection du secondaire, il y a toujours un répondant. Donc, au niveau des directions régionales, nous avons la division. Mais au niveau des inspections, il y a une section qui s'en occupe. Et donc, cette section collecte les informations, apporte les informations à la DRE. La DRE compile toutes les informations relatives à sa région et ces informations maintenant nous parviennent à la direction des examens et concours. Fidèles téléspectateurs, vous comprenez que le travail est bien structuré, bien organisé pour faciliter en tout cas la tâche au directeur des examens et concours qui lui est basé à Lomé. Et donc, dans le cadre de cette émission, nous avons tendu le micro à ses répondants dans la savane. À la veille des examens, la DRE, même depuis le ministère, il y a des modules qui sont conçus afin de former tous les acteurs impliqués dans le processus des examens, afin que nous puissions tous parler d'un même langage. Monsieur le directeur, à quel moment commence la préparation réelle des examens pour que tout se passe très bien? Je dirais que la préparation des examens de l'année X commence à la fin des examens de l'année X-1. Concrètement? Nous sommes en 2025. 25, ouais. La préparation des examens de l'année 2025 commence à la fin des examens de l'année 2024. Nous avons fini l'examen, par exemple, les examens de 2024. Nous faisons l'évaluation du matériel d'abord. Le matériel que nous avons utilisé pour l'examen 2024, afin de commencer par faire les prévisions pour l'année 2025. En fonction des statistiques qui vont être centrales. Voilà. Et par rapport à ces statistiques, puisque l'année n'a pas encore commencé, l'année 2025 n'a pas encore commencé, donc nous n'avons pas l'effectif réel des candidats,
il y a des prévisions alors que nous faisons sur la base de la progression des effectifs sur au moins 3-4 ans. Ça nous permet d'avoir un peu le taux d'évolution des effectifs. Et par rapport à ça, on applique une formule à l'effectif de 2024 et nous avons une estimation de l'effectif de 2025. Et sur la base donc, de cette estimation, nous faisons maintenant la prévision du matériel et que nous commençons par faire, disons, la commande dans la préparation du budget. On prévoit le budget et avec ces statistiques prévisionnelles, on lance les marchés pour... quand nous disons on lance par la direction des examens qui lance les marchés, nous avons une cellule, la PRMP, au niveau du ministère. Nous donnons nos besoins voilà. à la PRMP et c'est la PRMP qui lance la commande du matériel et le matériel nous sera livré. Bon, maintenant, à la rentrée, avec le découpage, on fait le découpage de l'année et après ce découpage de l'année, bon, c'est bien fait par le ministre, maintenant, sur la base de ce découpage, il y a le directeur des enseignements, c'est que pour une année valide, il faut tel nombre de semaines de cours. Donc, en fonction de ce nombre de semaines de cours, maintenant, on loge les dates des examens pour que tous les apprenants puissent avoir le même volume horaire, ce nombre de semaines qu'il faut pour valider leur année. Et donc, les dates, maintenant, sont fixées. Et lorsque ces dates sont fixées, on envoie le courrier au DRE, aux inspections, chefs d'établissement, les élèves. Bref, tous les acteurs sont informés des dates des examens de l'année scolaire en cours. Une autre phase, c'est le déroulement des épreuves. Parce qu'en même temps, vous avez parlé du convoiement de toutes les épreuves dans les régions. Comment vous arrivez à les sécuriser? Ça fait partie des étapes. Comment vous les sécurisez? La préparation, et comme je le disais, ça démarre depuis la rentrée. Et une fois les dates connues, nous adressons un courrier aux enseignants à travers les DRE et les inspections pour la commande des sujets d'examen. Et un délai est donné donc, à tous les acteurs qui seront identifiés par les inspecteurs pour proposer donc, les sujets. Alors donc, quand les sujets sont proposés, collectés, centralisés à la direction des examens et concours, la direction prend sur elle la charge d'inviter des enseignants qualifiés, chevronnés, à travers également les inspections, puisque la direction n'est pas censée connaître tous les enseignants qui sont sur le terrain. Et donc, on fait la demande aux inspections ou aux DRE. Dans telle discipline, nous aurions souhaité tel nombre d'enseignants chevronnés que vous trouvez rompus à la tâche, morale, voilà, pour qu'ils viennent à la direction des examens concours pour l'expertise des sujets. Alors donc, quand ces équipes-là arrivent, elles ne peuvent pas venir ensemble, puisque on ne voudrait pas qu'on disons qu'on sache qui vient, qui ne vient pas, qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Et donc, si je prends un exemple, on invite les professeurs d'histo-géo, ils viennent, c'est quand eux, ils finissent, ils partent, on invite une autre équipe, et ainsi de suite, pour couvrir toutes les disciplines. Donc, ce n'est pas seulement les inspecteurs, par exemple au secondaire, les inspecteurs associés, des enseignants qu'eux-mêmes, ils ont trouvé chevronnés, rompus à la chose de probité morale. Ils viennent, ils font le travail, et ils proposent un certain nombre de sujets, de même facture. On peut leur demander, vous nous proposez au moins 3 ou 4 sujets, mais de même facture. Alors, quand les sujets sont proposés, eux, ils sont partis. Maintenant, il revient à la direction de faire un tirage au sort, puisqu'on se dit que les sujets s'équivalent. Qu'elles soient au nombre de 3, au nombre de 4, c'est qu'elles s'équivalent. On fait un tirage au sort, et c'est cette épreuve maintenant qui est multipliée pour l'examen. Okay. Donc, la multiplication se fait chez nous. Il y a une équipe qui a accès à cette salle. Et ça veut dire que qui autorise... qui autorise l'équipe-là. À part cette équipe, personne d'autre n'a accès à cette salle. Et donc, on conditionne les épreuves dans cette salle. Jusqu'au jour où nous sommes à la veille de l'examen, on sort ces plis pour les convoyer sur les brigades. Ce n'est pas sur les centres.
Brigade de gendarmerie. Sur les brigades de gendarmerie. Et donc, les épreuves restent à la brigade. Le jour de l'examen, le chef centre se présente à la brigade, accompagné d'un gendarme. Il prend le pli de la journée, ils vont au centre, ils ouvrent le pli, ils administrent l'épreuve et à la fin, ils ramassent les copies, tout ça là. Ils les ramènent à la gendarmerie. Puisqu'on ne sait jamais la nuit, quelqu'un se présente. Les copies sont ramenées à la gendarmerie. Elles sont compilées là jusqu'au jour de la correction. Donc le jour où on décide de la correction, que le président du jury va à la gendarmerie accompagné donc de certains de ses collaborateurs pour enlever les copies et les amener sur le centre de correction. Fidèles téléspectateurs, quand vous suivez le directeur des examens et concours qui présente la traçabilité de la préparation des épreuves jusqu'à la distribution, vous comprenez que tout est sécurisé. Voilà, tout est sécurisé pour qu'il n'y a pas un non-vu en tant que direction des examens et concours. Quels sont les atouts qui vous permettent de bien assurer votre mission? Premièrement, le soutien des plus hautes autorités. Ouais. Puisque lorsque nous avons des difficultés, on s'adresse à ces autorités. Bien sûr. Et comme c'est un truc très sensible, donc tout à l'heure, il y a la réaction positive des autorités. Je dirais aussi que la disponibilité des moyens, ça corrobore avec donc, ce soutien-là. Puisqu'il faut mettre les moyens. Absolument. Pour pouvoir organiser. Parce que vous avez parlé en tout temps de la commande, par exemple, du matériel auprès des prestataires. Bon, s'ils ne sont pas rentrés dans leur fonds, ça va être difficile que. Donc, la disponibilité des moyens, et je parlerai aussi du personnel. Et si vous venez là, tout à l'heure, si vous allez à la direction des examens concours, vous allez constater un afflux massif des usagers. Et c'est un personnel engagé qui, vraiment, ma foi, qui se bat tout le temps pour pouvoir satisfaire tous les usagers. Je parlerai aussi de l'accompagnement de CNDP-TIS. CNDP-TIS, c'est l'aile informatique du ministère. Le CNDP-TIS, pratiquement, ne travaille que pour la direction des examens. Parce que tout le temps, ils sont avec nous. Voilà. Donc, dans la conception des applications, tout ce que nous voulons, pour améliorer nos prestations, nous leur soumettons et séance tenante 2-3 jours, bon, ils nous sortent quelque chose et on avance. Donc voilà à peu près les atouts majeurs, on va dire. Voilà. C'est ça. Ok. La prochaine étape, ce sont les réformes que l'actuel ministre de l'enseignement primaire secondaire a introduit dans tout le système éducatif. Voilà. Au niveau de toutes les directions, en tout cas du ministère, de toute façon, on sent des innovations par-ci, par-là et autres. Est-ce que vous, au niveau de votre direction des examens concours, vous êtes aussi bénéficiaire de toutes ces réformes engagées par le ministère? Le couronnement des enseignements, ce sont les examens. Et donc, il ne peut pas avoir de réformes au niveau des enseignements sans qu'il y ait des répercussions au niveau des examens. Donc, je dirais que l'une des réformes, en tout cas majeure, la première des choses est la confiance que le ministre a faite aux compétences locales. Vous voyez, les examens, depuis 2007, ont été informatisés. Donc, avant 2007, tout était manuscrit. Mais à partir de 2007, il y a eu une informatisation des examens, mais c'était par un opérateur externe au ministère. Et donc, chaque fois qu'on avait une difficulté sur l'application, il fallait se référer à lui. Il fallait toujours se référer. Et payer très cher. Et donc, depuis l'arrivée du ministre, il a estimé que non, nous avons des compétences locales, il vaut mieux faire confiance à ces compétences locales et leur demander de faire le travail. C'est ce qui fut fait à partir de 2022. À partir de 2022, nous n'utilisons plus l'application de l'opérateur externe, mais une application que les compétences locales du ministère ont conçue et qu'on utilise. Et avec cette application, on n'a plus besoin de l'opérateur en plein temps sur les directions ou sur les inspections. Ça se fait en ligne. Voilà la réforme majeure. Et cette réforme a fait beaucoup d'économies au ministère par rapport à ce qu'on dépensait pour l'opérateur externe et ce qu'on dépense aujourd'hui pour mettre en place tout ce que nous faisons
il y a de cela 2 ans, nous avons commencé les inscriptions en ligne. Les élèves, avant, ils ramassaient les dossiers en copie physique. En copie physique. Jusqu'à présent, ils ramassent. Mais il fallait ramasser ces dossiers en copie physique, les acheminer à un endroit pour faire la saisie de liste des candidats. Mais depuis 2 ans, la saisie se fait depuis l'établissement. Le chef d'établissement saisit directement dans une application les candidats de son établissement et nous les récupérons directement ici, sans transporter avant d'aller faire la saisie et tout ça. Mais nous exigeons quand même qu'on nous apporte les dossiers physiques pour qu'on les vérifie, parce qu'il y a des erreurs et tout ça là, voilà, dans la saisie. Mais en tous les cas, ça vous facilite la tâche. Ça nous facilite la tâche. Surtout côté saisie. Ils saisissent et nous récupérons directement les informations dans la base. La proclamation des résultats par 2 plateformes. La plateforme web et la plateforme WhatsApp. Et donc, à la proclamation des résultats, on n'a plus besoin que les candidats aillent se masser dans le centre d'écrit pour voir comme qui, ce que nous avons vécu. Pour voir qui a réussi, qui a échoué, et ainsi de suite. Donc, l'enfant directement consulte son résultat, ou le parent consulte le résultat de son enfant à travers les 2 plateformes. Il y a même une innovation à laquelle nous sommes en train de penser, puisque la consultation par WhatsApp ou par web, ça entraîne aussi un coût. L'innovation à laquelle on est en train de penser, c'est on n'a plus de secrétariat de correction. L'enfant fait l'anonymat à l'écrit. Et je crois que l'Office du bac a déjà initié ça. Et il faut s'inspirer des autres. L'enfant est déjà dans la salle, fait l'anonymat de sa copie. On n'a plus besoin du secrétariat. Donc nous aussi, nous sommes en train d'emboîter le pas à l'Office du bac pour arriver à ce niveau-là. La gestion automatique de l'établissement des diplômes, c'est une aussi réforme à laquelle nous sommes. Aujourd'hui, l'attestation de bac 1 est imprimée. Avant, il fallait faire la calligraphie. Et donc, il faut trouver des gens disponibles qui, chaque fois, Ils savent calligraphier, ils font tout ça là. Mais on s'est dit, non, ça aussi, ça prend du temps. On est passé à l'informatisation, à la numérisation de l'établissement des diplômes. Et pour l'instant, le bac 1, c'est déjà un acquis. Tous ceux qui ont pris leur attestation de bac 1 cette année savent que ce n'est plus à la main, mais c'est imprimé. Et le BPC suivra bientôt, le CPD. Tout est déjà fin prêt. C'est le matériel maintenant qu'on attend, le matériel d'impression, puisque c'est des machines adaptées. Voilà. Et on va commencer aussi par imprimer le CPD, imprimer aussi le BPC. L'autre innovation, c'est la qualité de la correction. Par le passé, les copies restent sur un centre de correction dans l'inspection ou dans la région. Mais depuis 2 ans, pour une certaine équité entre les candidats, pour qu'on ne dise pas que ceux-ci ont favorisé leurs élèves ou ceux-ci, nous avons décidé que la correction soit faite d'une manière désintéressée. Donc, on a permuté les copies des centres. Nous prenons les copies de Lomé, on les envoie une partie dans Maritime, une partie dans Plateau, une partie dans ainsi de suite. On reprend aussi pour toutes les autres régions, on le fait ainsi. Et donc, vous corrigez, ce sont les copies des candidats. Ce n'est pas les candidats ce n'est pas les copies de vos candidats, mais ce sont les copies des candidats. Le poids du CPD, le CPD c'est lourd par rapport aux autres examens. Mais pour le moment, pour le CPD, on n'a pas encore fait la permutation par région, mais on le fait par inspection. Donc, dans une région, on prend les copies de l'inspection, par exemple Lomé-Est, qu'on envoie soit à Agoué-Est ou à Lomé Ouest. Bon, on fait en tout cas un mélange comme ça et vous corrigez donc les copies. Bon, on constatant, au vu de ce que le directeur est en train d'expliquer, qu'il y a de nouveau au niveau de l'organisation des examens, de toutes les phases de préparation donc, de cet examen jusqu'au résultat, il y a du nouveau et nous remercions les autorités pour tout ce qu'ils sont en train de faire afin que les bénéficiaires de ces services-là soient satisfaits. Les fraudes aux examens. Et je crois que les informations que nous avons reçues, il semble que lors du bac 1 blanc, bac 2 blanc. Bac 2 blanc. Bac 2 blanc. Le bac 2 blanc, au cours de cette année, eh bien, il y a eu fuite de preuves. Heureusement que ce n'est pas à votre niveau. Ben,
en tant que directeur des examens concours, vous pouvez quand même nous expliquer comment cela a pu se passer. Bon, j'expliquais tout à l'heure comment nous procédons pour avoir les sujets. La proposition, elle est faite. Le sujet qui doit faire l'objet d'évaluation en devoir ou en composition, dans la commande, c'est bien stipulé. La proposition que vous faites ne doit plus faire objet d'évaluation chez vous. C'est-à-dire qu'un enseignant qui propose un sujet ne peut plus prendre le même sujet pour faire un devoir ou pour faire composition. Exact, c'est vrai. La dernière fois, et quand ils sont arrivés, quelqu'un a identifié un exercice comme faisant l'objet déjà d'une composition il y a 5 ans. Et donc, un exercice comme ça, nous ne pouvons plus le garder. Et donc, il faut que ce soit des sujets inédits. Alors, lorsque, comme je le disais, tout ça, c'est fait prêt, compilé, scellé dans des enveloppes, on fait des colis par centre, on les dépose sur les brigades. Et la police des examens prévoit toutes les dispositions pour encadrer le déroulement de l'examen. Quand on parle de police des examens, qu'est-ce que ce package-là comprend en réalité? Pour la police des examens, c'est un document. Okay. Dans lequel on peut trouver quoi exactement? C'est un document qui présente les consignes pour les examens et concours officiels. Dans ce document, donc, il y a les tâches et responsabilités de tous les acteurs. Qu'est-ce que le président du jury fait? Qu'est-ce que le chef centre fait? Qu'est-ce que le chef secrétariat fait? Qu'est-ce que les surveillants en salle font? Et qu'est-ce qu'on attend des candidats? Voilà tout ce que la police des examens présente. En fait, c'est pour protéger les candidats. C'est-à-dire que les gens ont peut-être l'idée que la police est là pour créer des problèmes. Non. Ouais, puisque dans les centres d'écrit, on voit ça, c'est la police elle-même, c'est la gendarmerie. Oui, et on se dit que c'est ça qui est la police des examens. Non, c'est pas ça la police. C'est pas ça la police. C'est pas ça la police des examens. Comme je le disais, la police des examens, c'est un test pris. Les mesures sécuritaires. Les mesures de sécurité, en tout cas pour protéger les candidats. Ah ouais, bien sûr. Quand vous respectez toutes les dispositions inscrites dans la police des examens, vous n'avez pas de problème. Exactement. En tant que correcteur, vous respectez les dispositions de la police des examens, vous n'avez pas de problème. En tant que surveillant, vous respectez ce qui relève de vos tâches. La veille, on réunit les surveillants, en tout cas les acteurs sur le centre, et on fait ce qu'on dit, le partage de la police des examens. Aujourd'hui, ça fait objet même de cours en ECM. Ah, très bien. La police des examens est inscrite comme notion à enseigner en ECM. Et donc, avant même qu'ils n'arrivent à l'examen, ils ont déjà toutes les informations relatives sur ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Ce qui ne l'est pas. C'est un candidat particulier, c'est les candidats handicapés. Voilà. Comment vous prenez pour qu'eux aussi ils puissent passer les examens dans les mêmes conditions que les autres. Effectivement, lorsque nous demandons les statistiques des candidats, nous prévoyons une rubrique pour qu'on nous précise sur cet effectif de candidats, vous avez combien de candidats handicapés? Quelle est la nature de l'handicap? En fonction du type d'handicap, l'épreuve est adaptée. Je voudrais donc au passage remercier la FETAF qui suit de près toutes les activités à la direction des examens et concours. Puisqu'il arrive des moments où c'est la FETAF qui nous alerte sur certains centres qu'on n'a pas annoncés. Et vraiment, je leur tire chapeau parce que n'eût été leur implication, on devait avoir beaucoup de problèmes avec les personnes handicapées. Donc, et handicapés visuels, il y a plusieurs types d'handicapes visuels. Certains, il faut plutôt agrandir les caractères. Pour d'autres qui ne voient pas du tout, il faut brailler. Pour brailler le test, est-ce que vous avez les appareils adaptés? On a des appareils adaptés pour faire le braille. Et je dirais encore merci à la FETAF, puisque la FETAF, il n'y a pas encore 2 semaines, nous a doté encore de nouveaux appareils pour nous aider. Puisque nous, on n'avait qu'un seul appareil. Avec ce deuxième appareil, qui est encore plus performant que ce qu'on avait. Donc ça va
faciliter effectivement le travail de production des épreuves pour les candidats handicapés. Et la difficulté que nous avons, comme je le disais tantôt, nous était par moment l'intervention de la FETA, c'est les statistiques de ces candidats-là qu'on ne nous communique pas à temps. Des fois, vous finissez de convoyer d'abord les épreuves sur le centre et c'est après qu'on vous dit, ah, sur ce centre, il y a un candidat handicapé. Vous voyez le délai pour produire cette épreuve avant de la convoyer sur le centre. Et donc, depuis 2 ans, nous disons, on envoie un canevas pour qu'au niveau de chaque région ou au niveau de chaque inspection, qu'on nous renseigne. Et généralement, il y a des établissements que nous connaissons d'avance, que dans ces établissements-là, il y a des personnes handicapées. Alors, lorsque nous prenons les statistiques, on fouille, on nous retrouve à ces établissements, nous sommes des fois obligés d'appeler directement le chef de l'établissement, de cet établissement, pour dire, mais cette année-là, qu'est-ce qui se passe chez vous? Il n'y a pas ceci, il n'y a pas... Je prends l'exemple du collège protestant, qui est à côté de Lomé. Okay. Il n'y a pas une année où on ne peut pas, on nous dit qu'il n'y a pas. Mais l'année passée, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas. J'étais surpris, donc j'étais obligé d'appeler la soeur directrice pour lui poser, mais qu'est-ce qui se passe cette année? Il dit non, il y en a. Mais comment se fait-il qu'en remplissant l'inspection, au niveau, l'erreur s'est produite au niveau de l'inspection en compilant, ils ne l'ont pas compilé. Et donc, elle était obligée de m'envoyer son courrier avec son bordereau, tout ce qu'il a fait pour envoyer à la direction. Et on les a pris donc en compte. Ouais. Nous étions pas de vigilance. Voilà. Puis on connaît au moins à peu près, on a une idée à peu près des établissements où il y a ces candidats. Bon. Là où nous ne connaissons pas, bon, on fait confiance à l'inspection qui produit les statistiques pour nous les convoyer. En dehors donc de ça, il y a des dispositions particulières qui sont prises surtout pour les candidats dont la mobilité n'est pas ça. Il y a des candidats qui ne peuvent pas écrire. Mais il parle, mais il ne peut pas écrire. Et donc, un candidat comme ça, on lui crée une salle. Puisqu'il ne doit pas faire du bruit pour... et on lui crée une salle. Et à ce candidat, le nombre de surveillants diffère. Lorsqu'on mettra 2 surveillants pour les autres candidats, lui, il aura 3 surveillants. Puisqu'il y a un qui est chargé d'écrire ce qu'il dit. Les autres doivent surveiller pour s'assurer que ce que le candidat dit, c'est ce que l'autre écrit. Il y en a, il n'arrive pas vraiment à s'exprimer. Bon, l'écriture aussi, c'est difficile. C'est là où nous avons des problèmes. Et leur évaluation, nous nous sommes approchés de ceux qui les encadrent pour voir comment ils les évaluent. Et leur évaluation, c'est par palier. C'est par palier. Et donc, pour ces candidats, c'est puisque l'examen étant national, tout le monde doit subir la même épreuve. Bon, pour les évaluer, nous sommes obligés de les confier à ceux qui les forment pour voir dans quelle mesure ils peuvent les évaluer et attester qu'ils ont le niveau. La difficulté que nous avons, c'est le problème d'inclusivité. L'éducation, elle est inclusive. Il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Il ne faut pas les mettre, mettre les handicapés de côté, il faut les mettre ensemble avec les autres. Or, il y a un test qui dit que le candidat handicapé, n'ayant pas les mêmes facultés que l'autre, doit avoir un temps de rédaction un peu plus élevé que les autres candidats. Pendant que certains font par exemple 1 heure, voilà, 1 heure, lui on doit lui donner 1h30 ou 2 heures. 1h15 ou 1h30. L'examen est national. Il n'y a pas les handicapés sur tous les centres. Pendant que vous allez attendre chez vous ici pour faire peut-être 2h30, les autres centres ont fait 2 heures de temps, les candidats sont sortis, ils attendent la deuxième épreuve. Il faut attendre que l'handicapé finisse son épreuve, c'est-à-dire 30 minutes de plus, avant qu'on ne relance la deuxième épreuve. C'est difficile. Non, bien sûr. C'est difficile. Donc, nous sommes en train d'échanger avec eux pour voir dans quelle mesure, s'ils acceptent, on fait carrément un centre.
Ils suivent les cours avec les autres, il n'y a pas de problème. Mais le jour de l'examen, si on peut les regrouper, et là, ils vont bénéficier de ce tiers-temps. Ils sont seuls, et c'est conditionné ainsi. Ils vont faire le volume horaire, requis. C'est à ce niveau que le problème maintenant se pose actuellement. Fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de tendre pratiquement vers la fin de l'émission, mais comme je l'ai dit au début, le directeur des examens concours de lycée enseignement primaire secondaire a des répondants dans la direction régionale de l'éducation. Vous avez écouté certains au début. On va les réécouter une fois encore, mais cette fois-ci, c'est pour donner des conseils pratiques aux candidats, puisque nous avons dit qu'on est à la veille de l'examen. Voilà, les examens sont aux portes de ces élèves, des enseignants, du personnel d'encadrement, des ministères en charge de l'éducation et de la formation. Donc, nous allons suivre à nouveau les répondants du directeur dans les régions savanes et juste après, le directeur va clôturer par ses conseils pratiques aux candidats. À la veille donc de l'examen, où le candidat a déjà mis presque tous les bouchées doubles pour essayer d'affronter l'examen. Alors, en ce moment, il faut être prêt psychologiquement. Il faut reparcourir encore ces éléments, tout ce qu'on a appris jusque-là, et éviter surtout de se stupéfier avec les stupéfiants et dormir beaucoup en ce moment, se donner à des et suivre les conseils des professeurs depuis le début jusqu'à en ce moment. Nous ne pouvons que leur dire de rester très sereins, puisqu'ils se sont préparés tout au long de l'année. Ils ont à suivre leur emploi du temps, travailler régulièrement et de manière méthodique, pas de matière à préférer au détriment des autres. Toutes les matières se valent. Et pour cela, ils doivent donner le temps qu'il faut à chaque matière. Et cela, ils doivent travailler en ayant la culture de la confiance en soi. Ils doivent éviter le stress. Et les parents doivent suivre les enfants, surtout en ces moments où nous rentrons vers les examens. Il y a des élèves qui parfois ont certaines maladies cachées et en plus du stress, ils n'arrivent pas à supporter. Donc, il faut suivre les enfants sur le plan médical aussi pour leur permettre de rentrer facilement dans le temps d'examen. Monsieur le directeur, comme je l'ai dit, les examens c'est bientôt. Vous nous avez donné les dates déjà au début donc, de cette émission. Tout commence déjà au cours du mois de mai. Quels sont vos conseils aux candidats? Mais faites un clin d'œil aussi à comment vous gérez les candidats libres. On n'en a pas parlé, juste un petit mot là-dessus. Oui. Et les conseils, on termine par les conseils pratiques. Les candidats libres, bon, nous les appelons les candidats non scolaires. Bien avant la Covid, ils avaient un centre d'écrit. Tous les candidats non scolaires de la région se retrouvaient sur un centre d'écrit. Mais à partir de la Covid, avec toutes les restrictions, les gens ne pouvaient plus se déplacer. Et donc, les candidats non scolaires s'inscrivaient sur les centres dans leur inspection. Et donc, depuis ce temps-là, nous avons des centres d'écrit par région, mais le nombre de candidats n'étant pas tellement élevé, on les déplace. Si c'est une salle, on voit un centre des candidats scolaires qui est à proximité, on les déplace, on les met là pour un meilleur suivi, pour que ceux qui sont sur le centre d'écrit des candidats scolaires puissent aussi suivre ce qui se passe dans les salles des examens des candidats non scolaires. Généralement, à Lomé, l'effectif est un peu grand. Là, on leur fait un centre et on envoie des gens pour aller superviser. Mais à l'intérieur où les candidats ne sont pas tellement nombreux, on les maintient sur d'autres centres d'écrit. Comme vous l'avez dit, l'examen c'est bientôt. Je voudrais vraiment attirer l'attention des candidats, qu'ils soient beaucoup plus concentrés. C'est tout ce qu'on leur demande. De prendre en compte les conseils qu'on leur a déjà donnés. Mais la difficulté que nous avons, je viens vraiment à ça pour leur dire, à la fin de l'examen, de ne pas se presser de voyager. Qu'ils espèrent. La proclamation sera faite. Une fois la proclamation faite, pouvez-vous maintenant voyager. Depuis que nous avons informatisé
je dirais les examens, la durée correction, proclamation, c'est-à-dire l'écrit, correction, proclamation, n'est pas aussi grande que ça. Qu'ils patientent, qu'ils attendent. Parce que généralement, à la proclamation du bac 1, on cherche les candidats pour passer les épreuves orales. On les trouve pas. On vous dit qu'il est déjà allé ici. Donc, je prierai aux candidats de faire un effort, d'attendre la proclamation des résultats avant tout projet de voyage. Deuxième conseil, en tout cas par rapport à ce que nous vivons, nous aurions souhaité que lorsqu'on leur remet les relevés, après la proclamation, qu'ils prennent le temps de les lire, de les confronter avec leurs pièces de naissance pour s'assurer que les informations portées sur le relevé sont correctes. Et quand ce n'est pas le cas, séance tenante, vous revenez à la DR et on corrige, on vous réimprime votre relevé. Que de le garder. Et c'est à un examen prochain qu'on se rend compte que, sur mon relevé, il y avait erreur. Soit de date de naissance, soit c'est le lieu de naissance, bon, soit il manquait un accent ici, il manquait ceci dans mon nom, ainsi de suite. Donc, les candidats n'ont qu'à prendre le temps de lire les informations sur les relevés. Parce que quand ils prennent les relevés, ils ne regardent que la moyenne. Il est à 10 000 points. Le reste, ce n'est pas son problème. Mais nous leur prions de lire, de prendre le temps. Même les parents, parce qu'il y en a, ce sont les parents qui vont prendre les relevés et les gardent. Donc les parents aussi, une fois qu'ils ont pris le relevé, qu'ils lisent les informations qui sont sur le relevé. Des fois même c'est le sexe qui est erroné. Donc, qui n'ont qu'à prendre le temps de lire. Au lieu de masser, on a mis féminin, voilà, ou vice-versa. Vice-versa. Donc, ils lisent, ils ont toutes les informations, ils s'assurent que tout est bon, ils gardent le relevé. Si ce n'est pas bon, ils ramènent le relevé à la direction régionale, on rectifie et on lui tire un nouveau relevé que de le garder. Et je voudrais aussi ajouter que le relevé, c'est un certificat. Ce n'est pas encore le diplôme. Et sur ce relevé, c'est écrit. Quand vous prenez le relevé, je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est un imprimé de relevé de CPD. C'est bien écrit. 1 an après la délivrance du présent certificat, l'intéressé pourra se faire établir le diplôme. Alors, et sur tous les imprimés, que ce soit sur le BPC, que ce soit sur le bac 1, cette mention est faite. Mais je pense que les gens ne lisent pas. Et ils attendent. Et c'est quand il y a annonce d'un concours que tout le monde se rue sur la direction d'un concours pour avoir le diplôme. Et dans ces conditions, l'effectif des demandeurs étant très élevé, il serait difficile qu'on les satisfasse à temps dans les délais pour qu'ils puissent déposer. Voilà. Donc, je les invite. 1 an après, ça c'était avant, nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut raccourcir le délai là. 1 an, pourquoi? Et quand ce n'était pas encore informatisé, après les examens, nous avons une période pour aller collecter toutes les informations dans les inspections, dans les DR, tout pour centraliser à la direction. Donc, ce délai-là nous permettait de centraliser toutes les informations. Parce que quand vous venez, il faut qu'on s'assure qu'effectivement, le relevé que vous tenez, il est correct. On va aux archives, on trouve qu'effectivement, l'année-là, vous avez passé l'examen sur tel centre et que vous avez réussi. Bon, aujourd'hui, comme c'est l'informatisation et nous avons les données à temps réel, disons, donc on est en train de voir dans quelle mesure on va raccourcir ce délai d'1 an, peut-être pour revenir à 6 mois. Puisque après la proclamation, il y a des rectifications, il y a des réclamations et tout ça. On se dit que dans un délai de 6 mois, tout ça là c'est fini et on pourra commencer par délivrer les diplômes et les attestations aux usagers. Il faut qu'on apprenne aussi des expériences parce que depuis un certain temps, ce problème se pose, mais les gens n'apprennent pas toujours de ces expériences pour venir demander le diplôme et le garder avant d'attendre. C'est ça. Voilà. Donc, je ne peux que leur souhaiter bonne chance pour les examens de fin d'année. Merci. Nous disons merci au directeur Pérézy, directeur des examens concours du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Comme il a dit, nous aussi au niveau de l'émission Débat sur l'éducation, nous disons bonne chance à tous les candidats et que tous réussissent brillamment
pour passer à une classe supérieure ou être détenteur en tout cas du diplôme dont ils ont besoin pour s'insérer sur le marché du travail. Et je crois que tout ce que le directeur a partagé avec nous est si important que je suis convaincu que nous avons fait œuvre utile et nous pensons que vous êtes satisfait. Même si vous ne l'êtes pas, il est là et à tout moment, si le besoin se fait sentir, on va solliciter encore le directeur pour venir nous donner d'autres informations en lien avec les résultats peut-être ou bien un aspect de façon des examens. Alors, c'est sur ce que nous, au niveau de l'émission Débat Éducation, nous vous disons merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Débat Éducation. La semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.